Le nouveau rendez-vous du lundi pendant les playoffs. On débrief à 3 toutes les séries, tous les matchs du week-end. Shai et Théo sont à mes côtés. Je vous propose, les gars, qu'on commence tout de suite par les matchs de la nuit et peut-être par la victoire du Thunder contre les Nuggets. Victoire à l'extérieur d'Oklahoma City, 92-87. Un match où on a senti que les deux équipes étaient très, très fatiguées. On pourra peut-être parler en même temps du Game 3 qui s'est joué en prolongation, qui avait été assez incroyable avec une victoire de Denver dans le Game 3. Pour l'instant, dans cette série, chaque équipe se rend les coups. Une victoire de Denver, une victoire d'OKC, une victoire de Denver, une victoire d'OKC. On en est à 2-2. Allez, qu'est-ce que vous retenez en priorité de ce match gagné par le Thunder à l'extérieur? Tu l'as dit, on l'a senti la fatigue, je pense, après le match qui s'est achevé en prolongation ce week-end. C'était assez étonnant, puisque même avec la fatigue, voir deux équipes avec autant de talent global, mais surtout offensif, être aussi maladroite. Le début du match, c'était assez fou quand même. Le 17-8 au premier quart-temps, des tirs vraiment ratés de beaucoup. Voilà, il y a eu de la fatigue et au final, j'ai l'impression que le Thunder l'a finalement mieux appréhendé, a mieux fini, ce qui n'avait pas été le cas sur la plupart des autres matchs de la série. Moi, je retiens sur tout ça et ça m'interroge sur la suite de la série. Est-ce que les Nuggets sont pas déjà un peu trop fatigués? Je lance ça comme ça, hein. Peut-être que Denver va tout de suite réagir au prochain. Mais j'ai eu cette impression-là, et Jokic en particulier, qui est évidemment le maître à jouer, donc ça pose forcément question. Il y a une stat qui m'interpelle et qui, c'est lié à la maladresse de l'équipe, mais aussi, je pense, à sa fatigue, c'est qu'il a perdu plus de ballons qu'il a fait de passes décisives depuis le début de la série. Voilà. Ouais, bah, un peu comme Shai. Alors, il y avait beaucoup de fatigue, même Chet Holmgren en parlait à la fin du premier quart-temps. C'était lui qui était interviewé par le journaliste en bord de terrain. J'ai trouvé que ça défendait vraiment très bien aussi des deux côtés, notamment OKC que je trouvais un petit peu décevant finalement dans l'implication défensive, peut-être ou dans l'intensité. Là, attaquer le match bille en tête défensivement, c'était vraiment très 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 costaud. Et ce que je retiens, c'est ce que disait Shai au niveau de la fatigue, et on en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR avec Antoine. C'est Denver joue super bien. Je trouve même que Denver joue mieux qu'au premier tour face aux Clippers, globalement sur cette série. Mais je trouve Jokic vraiment fatigué. Et on le voit rater des paniers, des petits paniers sous le cercle. Alors certes, contestés, hein, je dis pas que c'est des paniers faciles du tout, mais vraiment des paniers qui nous a tellement habitués à mettre régulièrement. Même pareil, ça se voit sur son adresse à 3 points qui est vraiment en berne depuis un petit moment. Et même encore plus surprenant au lancer franc. Au lancer franc. Alors 11 sur 14, c'est très bien, mais dans des moments clés sur la fin, lui et Aaron Gordon en ont lâché. Et tu sens il y a une fatigue voilà, qui est manifeste. Alors, par contre, d'un point de vue positif, quelle équipe, quoi. Je me disais en regardant les deux derniers matchs, je dis, mais ça, c'est une équipe championne. Ça, c'est une équipe championne, c'est une équipe de champions. Et je suis époustouflé quand même par les ressources de cette équipe qui joue avec une rotation tellement courte. Franchement, il joue à 7 maximum. Et il joue à 7 depuis que Peyton Watson a prouvé qu'il pouvait effectivement rentrer sur le terrain sur des matchs de play-off qui comptent sur les derniers matchs, même s'il n'est pas transcendant, mais au moins ils peuvent le faire jouer un petit peu. C'est vraiment quelle équipe. Et Adelman montre, je trouve, des belles choses aussi quand même dans la manière dont il aborde ses matchs. Donc ça va être très compliqué. Ouais, une belle équipe avec un cœur de champion, mais qui est fatiguée et qui est très courte, face à une équipe avec beaucoup plus de ressources en termes de joueurs qui peuvent mettre sur le terrain. J'ai vraiment hâte de voir la suite des matchs, parce que pour le coup, j'enterrerai quand même pas les Nuggets maintenant. Bon, de toute façon, oui, il y a 2-2, hein. Je vais vous donner les stats de Jokic. Euh, 26 points de moyenne, 39% au tir en global sur cette série. Effectivement, c'est quand même très très faible. 21% à 3 points, quasiment 15 rebonds. Moi. Toutes les équipes gardent beaucoup de tirs. Et effectivement, 5,8 turnovers contre 5,3 passes. C'est du Jokic largement en dessous de ses standards. Il avait même dit à l'issue du Game 3 là, qu'ils avaient gagné, il a dit j'étais le pire joueur sur le terrain. Il est bien gêné par Hartenstein. Super pioche Hartenstein. Incroyable Hartenstein. Le coup d'avoir signé Hartenstein pour OKC. C'est marrant ce que tu dis, Théo, sur une équipe de champions. J'ai exactement le même point de vue quand je vois les Nuggets. Quand je regarde les matchs, je me dis, mais c'est vraiment trop. Tu sens qu'ils connaissent le chemin, tu sens qu'ils sont passés par là. Et si je peux me permettre de faire un parallèle, mais qui ne sera pas forcément pessimiste pour OKC, j'ai pas la même impression sur le Thunder. Tu vois, par exemple, il y a des moments, le Thunder hier, où tu sens qu'ils y sont pas encore, en fait. Qu'ils y sont pas encore, qu'il y a encore un peu des doigts qui se crispent, pardon, qu'il y a des petites choses
où eux n'ont pas encore cette recette. Par contre, je pense que si le Thunder sort vainqueur de cette série, ce qui est tout à fait probable encore aujourd'hui, OKC aura débloqué un palier. D'ailleurs, eux-mêmes l'avaient dit, c'est un des commentateurs qui rappelait pendant le match, le Thunder voulait jouer les Nuggets parce qu'ils se sont dit, c'est ce qui va nous aider à grandir. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que si OKC sort vainqueur de cette série, ils auront compris des choses. Et hier, il y a des moments où c'était très chaud, et je vais rejoindre du coup ce que vous avez dit sur la fatigue, c'est qu'hier, ce qui sauve OKC pour moi, et c'est encore un chapeau à Sam Presti et finalement à Marc Daigneault, parce que moi, il y a plein de moments quand même, j'ai trouvé dans le match que c'était pauvre, un peu pauvre, avec des grands guillemets, parce que pauvre, offensivement pauvre, le Thunder, en comparaison des Nuggets. Je vais le tourner comme ça, parce que c'est pas nécessairement pauvre offensivement de manière brute, tu vois, genre si on prend à l'échelle de la ligue. En comparaison des Nuggets, j'ai trouvé qu'il y a quand même plein de moments, et c'est pas que de la faute de Daigneault, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui étaient... Ça manquait un peu de choses à mettre en place, c'était pas vide, hein. Et j'ai trouvé ça vient aussi peut-être des joueurs, que ça manquait des fois un peu de QI basket même pour attaquer la zone, pour attaquer des choses. Et par contre, Daigneault, et je vais lui rendre ça aussi quand même, à un moment, il a eu le courage de mettre Alex Caruso, qui est pour moi l'homme du match absolu, ça va bien au-delà des stats, c'est celui justement qui a amené du QI basket, qui a amené en plus de la ténacité, de la défense, du shoot. Lou Dort, tu ne pouvais plus le faire jouer, c'était catastrophique. Caruso, Cason Wallace, Aaron Wiggins, il a fait rentrer ces mecs-là, ils ont fait toute la différence. Ils passent un 11-0 début de quatrième quart-temps, quand tout était euphorique du côté des Nuggets. Ils ont complètement renversé la balance. Et du coup, ouais, il y a cette profondeur de banc qui a fait la différence pour moi pour le Thunder. Et après, évidemment, ça a remis tout le monde d'aplomb. Shea finit bien aussi son match. Alors que, encore une fois, hein, pendant qu'il y a le run des Nuggets, Shea, on le voit plus du tout. Plus du tout. Disparition complète. C'est pas qu'il se cache, hein, je pense pas qu'il se cache, mais on le voit plus. On le voit plus, il y a plus de tirs. Et par contre, après, lui a été bon aussi dans le Money Time, il a mis des points. Ça s'est bien repris, mais on voit toute la profondeur de banc de cette équipe d'OKC, qui joue peut-être pas aussi bien en attaque, mais qui est effectivement incroyable en défense, qui est pas non plus mauvaise complètement en attaque, et qui a beaucoup de ressources. Moi, je mets un peu ça aussi sur le dos alors, il y a le niveau des Nuggets, hein, qui est vraiment impressionnant quand même, faut le dire. Même dans un match accroché comme ça, ce qu'ils ont proposé, c'est assez fort. Mais le côté, l'inexpérience du Thunder dont on parlait, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue. Ils ont globalement pas eu beaucoup de rendez-vous de ce niveau-là. Et donc, ils découvrent aussi ces situations de match extrêmement serrées contre des joueurs avec plus de bouteilles, qui ont déjà gagné un titre pour certains d'entre eux. Et je partage ton impression, on en parlait pendant le match. C'est vrai que ça faisait un peu, parfois, le jeu était un peu stéréotypé, ça manquait de variété. Et quand... C'est là la force, c'est la profondeur qu'on a vue pendant la saison. Les Aaron Wiggins, Cason Wallace, sur le run dont tu parles, ils sont menés de 8 points. Ça se goupille mal, honnêtement. Ça se sent pas la bonne fin de match pour le Thunder, surtout avec les fins de match qu'il y a eu jusque-là dans la série. Et c'est là que cette équipe est quand même forte, malgré sa jeunesse et son inexpérience. Et Shea, finalement, dans le quatrième quart-temps, il met quand même 9 points, qui sont plutôt importants. Mais j'en attends aussi plus en attaque de leur part. Je partage. Mais je mets surtout ça sur le dos de l'inexpérience. Moi, je pense qu'il faut aussi rendre hommage à la défense de Denver, parce qu'en fait, le manque de mouvement offensif d'OKC, il est aussi causé par la bonne défense de Denver, notamment leur zone 2-1-2, qui a été vraiment très efficace, parce qu'ils ont réussi à couper les intentions de jeu en première intention, en fait, de jeu de relance, et derrière, à forcer OKC à attaquer de manière stagnante, et à se poser des questions. Tu avais l'impression parfois que tous, ils étaient en train de réfléchir à la manière d'attaquer cette zone. Et je te rejoins, Antoine, sur l'importance de Caruso, parce qu'il a apporté beaucoup de mouvements de l'opposé du ballon. Des coupes, etc. Et finalement, il a créé du mouvement, de la confusion, il a été joué des rebonds offensifs. Et c'est là qu'il a été, je trouve, vraiment... très très bon, Caruso. C'est plus dans l'activité, tu disais. Effectivement, c'est pas tant sur la ligne de stats qu'on s'en rend compte, c'est dans l'activité non-stop qu'il a imposé. Et moi, j'ai trouvé que c'était un match qui était effectivement, alors, pas forcément plaisant d'un point de vue offensif, mais défensivement, il y avait plein de choses intéressantes des deux côtés. Tu l'as dit sur Antoine, la défense sur Jokic est vraiment, vraiment chouette. Il y a un truc que j'ai bien aimé du côté de Denver, qu'ils ont plus fait dans ce match-là que sur les matchs précédents. Alors même sur les matchs précédents, ça avait bien marché pourtant. Ils ont joué plus de pick and roll inversé avec soit Christian Braun, soit Jamal Murray qui venaient porter les écrans pour Jokic. Et systématiquement, ça a donné des choses intéressantes du côté de Denver. Je serais curieux de voir au prochain match sur les si Adelman cherchera à
à multiplier un petit peu ce type de situation, parce que j'ai trouvé que ça marchait vraiment très très bien. Je regarderai l'adresse des deux équipes. Là, je regardais ça, c'est assez fou, mais 35% pour Denver, 31% pour Denver, 35% pour le Thunder. Alors c'est certes les deux très bonnes défenses qu'on a vu hier, mais surtout en début de match, il y avait des tirs, des trucs, les ratés étaient vraiment quand même assez impressionnants, je trouve. Mais ça ressemblait presque à un match d'une série de la conférence S, finalement, dans le côté un peu dur, un peu poussif. C'est la première fois, je trouve, dans cette série qu'il y a un match dans ce moule-là, on va dire. Et la maladresse des Nuggets, elle a coûté cher parce que dans le quatrième quart-temps, je pense qu'il y aura 10 ou 11 paniers à 3 points. Je crois qu'ils mettent 0 panier à 3 points. Ah bah, à part il y a Gordon qui met encore Gordon, un tir fou à la fin. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais à part celui-là, il y a 0 panier à 3 points, je pense, dans le quatrième quart-temps pour les Nuggets. Un paquet de tirs ouverts qui sont manqués. Russell Westbrook met un airball dans le corner. Christian Brown qui a été très bon, il en rate. Tu sens que voilà, les jambes sont lourdes. Du coup, tu as du mal à t'élever sur tes tirs. Il y a de la fatigue nerveuse. Et c'est beaucoup de tirs qui ont coûté cher. On a vu presque le match en fait filer sous nos yeux, sous leurs yeux à eux aussi. Quoi. Petit à petit, tu sentais, ils ont presque eu leur coup de chaud trop tôt, ou alors ils n'ont pas réussi à le prolonger. Mais dans le troisième quart-temps, il y a un espèce de coup de chaud. Tu sens que Murray, il est prêt à s'embrouiller avec tout le monde, mais surtout avec lui-même et même avec ses propres supporters, mais pas s'embrouiller en fait. Quand je dis s'embrouiller, c'est se chauffer. Il monte en pression. Après chaque panier, il célèbre comme s'il était à l'extérieur. Je sais pas si vous avez vu des fois, on dirait qu'il est à l'extérieur. Genre, il leur montre, ouais, ça c'est un 3, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, et quelque part après, ça s'est calmé. Ils n'ont pas réussi à garder cette euphorie, quoi. Justement, tu parles de Murray, j'aimerais bien reparler un petit peu de lui et de Gordon sur les deux matchs en cumulé quand même, parce qu'on disait que c'était une sacrée équipe, mais Jamal Murray, en fait, je me faisais la réflexion notamment dans le match 3, je me suis dit, en fait, c'est l'anti-James Harden. C'est-à-dire que pendant toute la saison, tu te dis, est-ce qu'on va vraiment pouvoir compter sur lui? On n'est pas sûr. Et en playoff, franchement, c'est l'un des joueurs les plus clutch que j'ai vu quand même sur son poste. Je le trouve toujours très très bon. Et Aaron Gordon est en train de devenir ça sur le match 3. Énorme. Voilà, c'est encore lui qui leur permet sur un tir à 3 points à la fin hyper important qui permet derrière aux Nuggets de jouer la prolongation. Ils ont quand même 3 joueurs maintenant à coup sûr clutch et je voulais aussi rendre hommage à Christian Brown dont je suis de plus en plus fan. Je pense qu'il faudrait créer un nouveau trophée pour Christian Brown. Là encore, je suis sur les 2 matchs, pas particulièrement sur le dernier match. C'est le trophée de Most Improved Defensive Player. Parce que ce qu'il a fait au premier tour face aux Clippers et ce qu'il fait dans cette série, notamment sur le Game 3, ce qu'il a fait face à Shai Gilgeous-Alexander, je trouve ça incroyable en fait. Pour un joueur aussi jeune, entre guillemets. Ouais, voilà. C'est ça qui leur permet en fait de pouvoir jouer à 6,5, 7. C'est qu'ils ont quand même des joueurs qui n'ont pas peur du moment, qui savent se saisir du moment et même qui, tu vois, Aaron Gordon, qui était bien sûr un des éléments primordiaux du titre de Denver, qui est un excellent joueur. Je ne l'avais pas forcément identifié comme un joueur aussi clutch que ce qu'il montre durant toute cette série de playoffs. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où iront Denver. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas une équipe qui va se coucher au sol et se laisser abattre. C'est assez admirable parce que c'est vrai qu'on peut revenir là après le renvoi de Michael Malone. Moi, je pensais qu'ils étaient quasiment morts. Je me disais, c'est pas possible, changer un coach à ce moment-là de la saison. Ils avaient pas l'air de bien jouer ensemble. T'avais même des coachs, même de Jokic, qui laissaient entendre que certains avaient pas l'air que s'ils n'étaient pas prêts à jouer, ils avaient qu'à pas venir à la salle quasiment. Et finalement, ils se sont ressoudés pendant cette série de playoffs et c'est assez admirable ce qui se passe du côté de Denver. Je maintiens que je suis désolé d'insister dessus, mais j'ai juste peur de la fatigue au bout d'un moment. Parce que déjà, Jokic est déjà très fatigué. Il y a eu que 36 heures en fait de repos, vu que le match était assez tôt. Faut se souvenir de la série de laquelle ils se sont sortis contre les Clippers. Au bout d'un moment, ça s'accumule et ça fait la différence. Alors, ils n'ont pas de blessure, je touche du bois pour eux. Heureusement, c'est pour l'instant juste la fatigue parmi ceux qui sont là. Moi, presque, si je dois me faire un petit pronostic, ce serait que le Thunder gagne grâce à l'énergie qui leur restera, quoi. Oui, moi, c'est ce que je dirais aussi. Ça serait la logique, même si Michael Porter Jr. est quand même bien blessé à l'épaule. Hein, tu dis, il n'y a pas de blessure. C'est quand même pas. Quand tu es un shooter, un mec qui doit aller chercher du rebond, c'est pas pratique quand tu peux pas lever le bras au-dessus de la tête. Mais le Thunder a des jambes plus jeunes aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut peser. Après, c'est Caruso, leur joueur le plus vieux. Ouais, 31 ans. Et tu sais quoi, mais hier, ça s'est senti parce que c'était celui qui était le plus mature en fait sur le terrain.
C'est lui qui a, pour moi, il a été vraiment essentiel. Tu sentais qu'il y avait un passage où tu sentais presque la saison du Thunder, tu vois, disparaître en fait. En mode, si là, il n'y a pas vite une réaction, genre on sait qu'on va être mené 3-1, plus rien qui se passe. Oui, tu as raison, très belle défense des Nuggets. Cela dit, j'ai jamais vu les Nuggets aussi bien défendre que sur cette série. Jamal Murray compris d'ailleurs, notamment sur le Game 3, il était excellent. Tous, Jokic, tous, il y a vraiment une super défense des Nuggets. Mais tu sentais, comme je t'ai dit, il osait plus, il prenait plus de tirs, il faisait des décalages, mais il y avait plus de tirs de Shea. Jalen Williams était très maladroit, alors il donne beaucoup d'énergie en défense. Il y avait cette espèce de truc de, un peu comme vous avez dit, on réfléchit à ce qui se passe, l'inexpérience, et puis ouais, tu vois l'écart qui se creuse. 8 points, ça peut sembler très petit dans cette NBA, mais c'est un match super défensif avec pas d'adresse. 8 points, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ce qu'il n'y paraît dans cette situation. Tu avais l'impression que, ok, la saison du Thunder, tout ça pour ça presque en fait, quoi. On va encore sortir au deuxième tour, c'est ça qui se passe. Je sais pas, c'était super palpable cette espèce d'atmosphère, et Caruso a tout changé pour moi. Vraiment, Cason Wallace et Aaron Wiggins aussi, avec leurs 3 points excellents. Cason Wallace, excellent, il fait 3 sur 3, je crois, 3 points. Wiggins en met 3 aussi. C'est super déterminant. À eux deux, ils ont mis 6 des 10. Regarde, les remplaçants ont mis 8 des 10 paniers à 3 points du Thunder. D'ailleurs, Lou Dort, c'est triste pour lui parce que, en fait, Denio, il ne pouvait plus le faire jouer. C'était pas possible, quoi. Alors qu'il a progressé vachement à 3 points, même sa mécanique, tout. Il est quasiment à 40% d'adresse sur la saison. Et là, il était à 2 sur 10. Je crois que dans le premier quart-temps, il en rate 6, quoi. Il n'arrête pas d'en prendre, mais il est ouvert et la balle ne rentre pas. Et du coup, à un moment, il ne peut plus le faire jouer, quoi. Je trouve que Denver défend mieux aussi. Parce qu'au début, il le laissait complètement. Et tu peux pas le laisser complètement démarquer. Il est devenu trop adroit pour que tu le laisses, tu l'ignores complètement. Et j'ai trouvé que Denver avait trouvé la bonne technique. C'est-à-dire qu'ils viennent au minimum perturber, ou parfois ils forcent à prendre le dribble. Et derrière, je trouve que je préfère avoir Lou Dort qui doit prendre un premier dribble et lire la défense derrière pour trouver quelqu'un d'autre de tout seul, que de prendre le tir à 3 points tout seul. Et j'ai trouvé que c'était un bel ajustement du côté des Nuggets, notamment. Et juste pour revenir sur la maladresse et le nombre de passes décisives de Jokic, Russell Westbrook fait son pire match, là, je pense, en attaque sur ce match. Il fait 2 sur 12, pardon. 2 sur 12 au tir et 2 sur 9 à 3 points. Voilà, je pense que... je dis pas que Denver aurait pris ce match, mais ça se joue là, et ça se joue au lancer franc. 10 lancers francs ratés sur un match aussi court, quand tu as une si petite marge d'erreur pour les Nuggets, ça se joue là, quoi. Allez, je vous propose qu'on enchaîne avec l'autre match de la soirée et la victoire des Pacers sur les Cavaliers 129-109. Indiana qui refait le break dans cette série, qui mène 3-1. Indiana qui a attaqué très, 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 très fort la partie. Il y avait 41 points d'écart à la pause, 80-39. Les Pacers n'ont pas été finalement assommés après la grosse défaite du Game 3. On pourra aussi en parler. Cleveland avait bien réagi dans le Game 3 avec le retour de plusieurs de ses cadres. Victoire assez nette de Cleveland, et là derrière Indiana qui remet un coup de rouleau compresseur pour refaire le break. Pas de match, pas de suspense. C'est un peu dommage et surprenant de la part des Cavs avec ce qu'ils ont montré. Je pense qu'on s'est un peu tous dit, ça y est, ils sont rentrés dans leur série, les joueurs blessés sont aptes, même s'ils sont pas à 100%, ça peut suffire quand même vu le niveau de cette équipe en saison régulière. Et là j'ai beau penser depuis le début que les Pacers vont passer, et encore plus depuis que les Cavs ont leurs soucis de santé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi net, à ce qu'il y ait aussi peu de répondants du côté de Cleveland. Bon, Donovan Mitchell s'est blessé à la cheville en plus pour ne rien arranger. C'est vraiment... c'est un peu... Ces playoffs, c'est un peu la guigne pour Cleveland, il faut quand même reconnaître, et c'est assez dommage avec ce qu'ils ont montré toute la saison de ne pas les voir à pleine puissance. Mais à nouveau, je vais saluer le sérieux et le collectif d'Indiana qui n'a pas tergiversé. Il y avait tout pour tergiverser. Tu perds le match précédent, tu te dis, bon, ça y est, en plus, ils sont au complet, ça va être compliqué. Et à nouveau, ils ont encore super bien abordé ça. Je trouve que Siakam et Turner ont fait un super match. Obi Toppin, hyper tranchant en sortie de banc. Pas besoin d'un gros match d'Haliburton. Il y a un moment un peu... vous avez vu l'expulsion de Bénédicte Mathurin ? Oui. C'est moi ou c'est surnaturel ce qui s'est passé, parce que alors c'est le moment où ça a quand même, je trouve que les Pacers ont accéléré après ça, mais
expulsion directe, flagrante 2 pour. Il a juste poussé. Alors Il ça, n'a pas poussé. c'est au niveau du Ils ont thorax. estimé qu'il avait mis un coup de poing au niveau du thorax. C'est ça qui a été dit par le. C'est le terme punched. Ouais. Bon, même sur le replay, j'ai du mal à le voir. Alors qui est flagrante, ça me paraît. Il n'y a pas de souci. Mais j'étais assez surpris. En tout cas, je disais juste ça parce que c'est le moment où j'ai l'impression qu'Indiana a accéléré et pris le dessus définitivement. Il y a eu un écart hyper violent et malheureusement pas de répondant de la part des Cavs après cette avance. Voilà. Ouais, Indiana a super bien abordé le match, hein, au niveau de l'intensité. D'une part, effectivement, ils ont eu énormément d'adresses tout de suite. Donc ça a bien fonctionné. Comme je disais Antoine tout à l'heure, je me suis demandé au début s'il n'y avait pas trop d'énergie du côté d'Indiana et même dans la salle qui hurlait après chaque panier, parce que je me disais bon bah voilà, là les Cavs ils vont faire le dos rond, ils vont revenir. Finalement ils n'ont jamais été en capacité de le faire. Au niveau des ajustements, ce que j'ai trouvé très malin du côté des Pacers, c'est qu'ils ont ciblé Max Strus, et pas pour le faire défendre sur des extérieurs, parce que je trouve que Max Strus est vraiment un défenseur plus que correct sur les extérieurs. En fait ils ont provoqué des switches pour le faire défendre sur des grands, et ils l'ont attaqué en bas, et ça a très très bien marché. Ce qui fait que Indiana a tout de suite pu avoir de l'alternance avec soit du tir à 3 points, du jeu de relance et du jeu posté, où ils ont envoyé Miles Turner ou Siakam. Effectivement, je pense que Strus peut pas défendre poste bas ni sur Siakam ni sur Miles Turner. Ça c'était très bien vu, j'ai trouvé, du côté des Pacers. Et ce qui m'a un peu étonné du côté de Cleveland, parce que alors effectivement, quand on regarde le box score, on se dit ça a été plié tout de suite. Moi, je n'étais pas persuadé que ce soit plié tout de suite, en fait. Quand longtemps, il n'y avait que 12 points, même quand il y avait 20 points, il y avait tellement d'adresses du côté des Pacers que je me disais que ce n'était pas forcément mort. Par contre, j'ai été étonné finalement que Cleveland ne s'adapte pas plus en défense. Ils sont restés sur leur défense de zone, qui prenait l'eau manifestement. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas plus de choses tentées de ce point de vue-là pour essayer quand même de perturber les Pacers, mais c'est vrai que c'est pas simple parce que tu as Darius Garland qui est petit, qui est blessé, donc tu sais que si tu repasses en indiv, bah, tu en fais une cible tout de suite. Alors je sais pas si c'est par manque de solution, si c'est que de toute façon tout allait du côté des Pacers, hein. J'ai pas regardé l'adresse globale, mais c'était... c'est genre 40... 42. Presque 53% au tir. Ouais, quasiment 43% à 3 points aussi. Voilà, donc bon, c'était trop dur. Et après, sans Donovan Mitchell, c'est impossible, en fait. Ouais. Parce que franchement, enfin, je les mettais dans notre groupe à tous les trois, là, mais ce que fait Donovan Mitchell sur cette série de playoffs, c'était dingue, quoi, jusqu'à ce match-là, quoi. Plus de 40 points de moyenne, 6 rebonds, 6 passes. Là, s'il est pas là, tu peux pas revenir, c'est impossible. Les Pacers, ils sont de très 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 loin les plus adroits à 3 points sur second tour des playoffs. Ils sont à 42% de réussite, c'est immense. C'est quoi en true shooting? C'est comme si tu étais à 60% à 2 points presque. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que mais c'est même un peu plus que ça. Il faut que tu sois à plus que 60% à 2 points si tu veux rivaliser avec les Pacers qui tirent à 3 points. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a les deuxièmes sur ce second tour, c'est les Warriors à 38%, donc quand même 4 points de moins. Et ensuite, tu as 34% les Timberwolves. Donc Indiana est de très loin l'équipe la plus adroite à 3 points. J'aimerais parler un peu du banc de Cleveland. On a commencé à le faire, Théo, quand on était en off. Les Cavs, toute la saison, on a mis en avant la profondeur. Et on a aussi, des fois, présenté ça comme une nuance, dans le sens, bien sûr que c'est important. La preuve, on l'a vu avec le Thunder, on ne va pas non plus dire le contraire 10 minutes après. Mais en playoff, tu as surtout besoin, c'est pas tant que tu as besoin de 10 bons joueurs, c'est qu'il faut que tu aies 8 mecs qui vont contribuer quoi qu'il arrive. 7-8 mecs où tu sais que tu vas pouvoir compter sur eux, peut-être pas tous les matchs, mais où ça va être solide. Et là, les Cavs, depuis le début de cette série, Ty Jerome, il montre les limites. Le costume est un peu grand. 8 points, 26% de réussite au tir, 15% à 3 points. Ça, c'est les stats de Ty Jerome sur cette série. 26% au tir. Hein. DeAndre Hunter. Mauvais choix aussi. DeAndre Hunter. Ouais, il n'y a pas que la... Ouais, voilà, ok. Il a effectivement, il est même à 2 pertes de balles par match en seulement 22 minutes. DeAndre Hunter, 8 points, 33% au tir, 22% à 3 points. Alors oui, il est blessé aussi, c'est sûr, mais 22% à 3 points. Il n'y a aucun remplaçant qui sort du lot. Sam Merrill, non. Isaac Okoro, rien, nada. C'est compliqué, quoi.
Enfin, Isaac Okoro un peu mieux déjà quand même en réalité. Sur le dernier match, en tout cas, ouais, il était pas mal. Mais bon, Après, c'était un blowout parce qu'il rentre tard déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Quand c'est déjà quasiment impossible, quoi. Mais de toute façon, les Cavs, alors t'as raison, ce qu'a fait Mitchell sur les matchs précédents, enfin le match qui gagne où il met 43 points, et celui d'avant 48, il fait des prestations individuelles énormes, mais pour moi la réussite des Cavs cette année, ça a justement été de pas dépendre totalement des exploits individuels de Mitchell et de pas attendre qu'il marque 40 points pour faire des victoires marquantes. Il y a eu des matchs où Mobley était très fort, des matchs où Garland a été fort. Alors quel est l'impact de leur santé? Là, c'est sûr qu'ils sont diminués, donc ils peuvent peut-être pas donner le maximum. Même DeAndre Hunter, qui a été anecdotique en sortie de banc, alors toute l'année, depuis son arrivée, il a été bon. Pour moi, cette équipe, elle fonctionne à son plein potentiel quand et Garland, et Mitchell, et Allen, et quand ils sont tous dans le partage, un peu comme ce qu'il y a à Indiana, et c'est ce qu'on voit pas, et j'arrive pas à mesurer à quel point c'est les blessures, à quel point c'est juste que ça clique pas à ce moment-là. Est-ce que c'est le match-up avec Indiana qui est pas bon? En tout cas, ça sent pas très bon. Il y a 95% des équipes menées 3-1 qui n'ont pas réussi à renverser. Et à ma connaissance, Doc Rivers ne coach pas les Indiana Pacers. Je pense que les blessures, c'est énorme. Tu dis Mitchell, Garland, Evan Mobley et DeAndre Hunter qui sont blessés. C'est tes 4 meilleurs joueurs quasiment, quoi. Et enfin, je veux pas faire offense à Jarrett Allen qui est certainement le 5e, mais c'est juste trop en fait. Deuxième tour des playoffs, tu joues que des bonnes équipes, il n'y a pas de mauvaise équipe à ce stade-là. Je pense que c'est juste trop en fait pour Cleveland. Là, Mitchell, c'est la cheville. Il s'est retesté un peu à la mi-temps et c'était pas très fiable. Il n'a pas pu jouer, quoi. Il n'est pas revenu, donc c'est. Bon, après, il y avait 41 points. Est-ce que s'il y avait eu 15 points d'écart, il serait revenu? 41 points, tu es quand même d'accord que ça se Oui, ça se remonte, mais je crois que c'est du jamais vu. Je crois qu'on n'a jamais vu un comeback de 41 points en mi-temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, même dans la NBA playoffs, actuelle, ça se voit pas. Tu es obligé de les jouer, en fait. Tu es obligé de les jouer. Parce que tu sais pas ce qui va se passer. Peut-être que tu vas revenir un petit peu. Peut-être qu'il y a un joueur adverse qui va se mettre à douter. Tu joues aussi les prochains matchs, en fait. Tu peux essayer d'autres options. Ouais. Tu peux. Peut-être que c'est un joueur. Enfin, je souhaite pas que ça soit un joueur des Pacers qui se blesse. Mais c'est aussi des choses qui peuvent se produire quand tu continues à être un petit. Tu vois, est-ce que Tyrese Haliburton joue que 22 minutes ou je sais plus combien il a joué hier il a joué un truc comme ça, 26 minutes. Tu vois, si, imaginons, tu arrives à revenir à moins 21 ou même moins 15, ce qui serait déjà un exploit, hein, je dis pas. Est-ce que les Pacers sont pas obligés de laisser leurs joueurs un peu plus longtemps? C'est tout ça, en fait, qui joue. Peut-être que tu perds ce match-là, mais peut-être que tu te donnes une meilleure option sur les matchs suivants si tu as tes meilleurs joueurs sur le terrain et qui sont performants, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette série? Pacers in 5, toujours, mais... Non, mais bravo Indiana qui est une belle équipe et qui, comme l'an dernier, en fait, montre qu'elle peut défendre fort. Parce que finalement, c'est ce qui fait, je trouve, la différence au-delà de leur jeu offensif auquel on pouvait s'attendre. Ce qu'on ne voit pas forcément tout le temps en saison régulière, c'est leur capacité à faire les deux choses. Et l'an dernier, leur très beau parcours, il était, il le devait à leur défense. Et là, c'est ce qui montre face à cette équipe de Cleveland. Ouais, vas-y, Shai. Non, j'allais dire, blague à part, c'est déprimant de voir Cleveland ne pas pouvoir se défendre à 100%. Et c'est le lot des playoffs. L'année dernière, on a eu le même type de déception et de frustration. Et j'ai beau être content pour les Pacers pour ce qui se passe en ce moment, c'est frustrant de ne pas voir les Cavs, parce que vu comment ils ont joué toute l'année. Mais voilà, bref. En fait, c'est ça. C'est que si élimination de Cleveland il doit y avoir, tu te dis, on sort au même tour que l'an dernier. Alors que cette fois-ci, on a gagné 64 wins. Tu vois, on a fait une saison qui était même potentiellement sur les bases d'une saison à 70 victoires pendant les 3 quarts de l'année. Et au final, on sort au même stade. Mais par contre, tu auras quand même ce truc de dire, ouais, mais mec, il nous manquait... je sais pas, il y avait déjà les 3 meilleurs joueurs sûrs. Moi, je sais pas si Jarrett Allen, il est vraiment moins fort que DeAndre Hunter. Non, bien sûr qu'il est... Jarrett Allen est meilleur, je suis bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, et même, imaginons qu'on prend même pas en compte la blessure de Mitchell. Même, imaginons, on se dit, ok, Mitchell, il s'est blessé, c'était déjà plié, ce qui est pas vrai, mais imaginons que qu'on prenne comme ça, il te manque quand même ton 2e, 3e meilleur joueur. C'est lourd dans la balance. Mais c'est vrai que pour Cleveland, ça peut faire mal de sortir. Après, on verra. Il y a un Game 5 à Cleveland. Ça permet au moins de réinverser la dynamique en étant à domicile. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Shai, 95%, c'est ça, des équipes qui menaient 3-1 finissent par être éliminées.
Donc ça s'annonce effectivement compliqué. D'ailleurs, pour OKC Denver, le Game 5 sera à OKC. Maintenant, c'est une série au meilleur des 3 matchs entre le Thunder et les Nuggets. Et il y aura 2 des 3 matchs justement qui seront à OKC. On peut retourner sur l'Ouest. Je vous propose d'aller sur la série entre Minnesota et Golden State. Une série où les Timberwolves ont pris l'avantage, mènent désormais 2-1 après un match ce week-end qui s'est soldé par une victoire de Minnesota 102-97. Un match très serré que les Warriors ont longtemps eu en main et encore un 4e quart-temps bien maîtrisé de la part des Timberwolves avec Anthony Edwards qui a mis 36 points et un excellent Julius Randle qui termine en triple-double, 24 points, 10 rebonds, 12 passes et même 3 interceptions, une bonne défense. Bref, Randle, il fait les playoffs de sa vie. Il fait les seuls bons playoffs de sa vie. C'est la première fois qu'il est comme ça. Je suis très très content pour lui à nouveau et qu'il soit aussi fiable. C'est impressionnant. Là, ça y est, il a trouvé vraiment le bon contexte, je pense. C'est difficile de pas parler pas parler du spectre de Curry autour de cette série. On nous dit qu'il revient peut-être pas avant un hypothétique match 6, mais il faut que les Warriors arrivent jusque-là. C'est compliqué. Et malgré son absence, j'ai trouvé qu'ils ont été bons. Qu'ils avaient les conditions étaient réunies peut-être pour y arriver. Il a manqué un petit truc qui fait que les Wolves sont quand même passés devant, mais c'est compliqué. Franchement, sans Curry, c'est très très compliqué. C'est un petit truc, c'est un gros truc en fait. En fait, c'est un truc énorme. Il manque Stephen Curry. C'est fou parce que tu dis les Wolves, c'est vraiment. Les Warriors, c'est fort quand même. C'est-à-dire que c'est même dingue en fait que longtemps ce match était prenable pour les Warriors. Qu'on montré des belles choses. Commençons par Julius Randle. Je trouve que c'est le joueur le plus stable en fait des Wolves sur cette série. Je prenais des petites notes pendant ce match. À la mi-temps, j'ai mis où est Ant. C'est ça que j'ai dans mes notes sur les Wolves. Et c'est pas le premier match. Alors il finit avec 36 points. Il est très important à la fin. Il permet de faire la différence. Mais il y a toute une partie du match où je me disais mais il est où en fait? Et pendant tout ce temps-là, c'est vraiment Julius Randle qui tient la baraque. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il joue avec justesse, vraiment surtout par rapport à ce qu'on a pu le voir par le passé, et il pose énormément de problèmes aux Warriors. Les moments où il s'est retrouvé en isolation quasiment à devoir jouer des 1 contre 1 face à Draymond Green, il a été plus que bon, quoi. Il a été plus que bon, et parmi les choses qui manquent du côté des Warriors, il y a bien entendu l'absence de Stephen Curry. Il y a le fait que même si là il fait un très bon match, pardon, Jimmy Butler fait un très bon match. Je l'ai rarement vu être autant en difficulté face à un joueur que quand il doit se retrouver face à Rudy Gobert. Alors il y a des fois il a réussi à marquer, mais il y a aussi des fois où il refuse complètement et dit c'est trop compliqué. Je pense que je le blâme pas. Hein, tu sens que lui pour le coup il sait pas trop comment aborder ce match-up là. Et il y a une autre donnée quand même quoi. Draymond Green qui finit pas le match avec 6 fautes. Ça fait tout quand il sort, ça change tout. Ouais, et puis il peut se plaindre autant qu'il veut. Tu vois les ralentis, tu dis il y a faute. Arrête de râler. Et franchement, arrête de râler, on dirait. Pierre-Armand, sa maman dans les 3 infos essentielles de la semaine. Mais ouais, enfin, du coup, ça me faisait penser à cette phrase de Rudy Gobert qui disait ouais, de toute façon, quand Stephen Curry est pas là, Draymond Green il s'arrange toujours pour pas finir les matchs. Alors, je dirais peut-être pas jusque là, mais il manque énormément à son équipe et il peut s'en prendre qu'à lui-même dans le sens où là il a pas pris de faute antisportive de taré ou de faute technique à répétition, mais tu peux pas gueuler, râler sur tout. Si tu défends fort, tu vas faire des fautes, ça arrive, mais c'est ton job aussi de t'arranger pour peut-être laisser Jaden McDaniels aller au dunk sur une action si ça te permet de toi de jouer les 4 dernières minutes du match. Et voilà, là Draymond Green il est pas sur le terrain quand ça se joue vraiment. Et c'est vrai que depuis l'absence de Curry, depuis l'absence de Stephen Curry, c'est très compliqué Draymond Green quand même. Hein. C'est plus du tout le même impact. Il fait partie de ceux qui offensivement n'ont pas le même rendement, quoi. Après, c'est normal quand il n'y a pas Curry autour de toi de ne pas avoir le même rendement. Il y en a plusieurs qui n'ont pas le même rendement, mais lui, la chute est presque dramatique. Ouais. Je vais en mettre en avant un autre, même si il est jeune et c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais Brandin Podziemski, il n'y est pas du tout en termes d'adresse, en fait. Ouais. Il n'y est pas du tout. Alors, il n'est pas nécessairement mauvais. Il y a des choses qu'il apporte.
Et c'est important quand même de Au rebond réussir notamment. exactement au rebond, un peu à la passe, par moment en défense. Tu vois, c'est important quand même de trouver des ressources, des choses à apporter à ton équipe, et c'est pour ça qu'il continue à jouer beaucoup. Mais par contre, quand il te manque Curry, moi j'avais direct dit, ok, Butler va prendre une partie, Kuminga va prendre une partie, et Kuminga est en train de pleinement assumer son rôle incroyable. Il fait 30 points lors du dernier match, Kuminga. Ouais. C'est presque aussi ce qui est dur pour les Warriors. Tu as 33 points de Butler, 30 points de Kuminga. Donc oui, tu peux te dire, c'était tout prêt, on va gagner le prochain. Mais tu n'es pas du tout garanti que Butler ait te remettre 33 et encore moins que Kuminga ait te remettre 30. Donc il faut trouver encore d'autres solutions. Et Podziemski, pour moi, c'était aussi la troisième solution offensive parce qu'il a quand même du peps, il a de l'adresse. Et il est très, 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 très maladroit. Je crois qu'il est à 20 et quelques % depuis le début de cette série. Là, il a 1 sur 10 sur ce match, mais les autres matchs aussi, il n'y était pas. Donc ça c'est compliqué. Tu as besoin de ressources offensives et il y a un moment où ça cale. Et en fin de match, tu sens qu'il y a une équipe qui a quand même plus de facilité à mettre des paniers que l'autre. Tu parlais de Kuminga, mais chapeau quoi. Mettre 30 points dans ces conditions-là, alors que tu pensais que tu allais peut-être plus jouer des playoffs, alors que ton coach de lui-même a dit on peut pas le faire jouer avec Butler et si je dois en choisir un, je vais choisir Butler. Là, quand ils ont été côte à côte, ça a bien marché en fait, ce qui est fou. Et ce qui est fou, c'est que Steve Kerr trouve des solutions quand même, et des solutions même que lui-même n'imaginait pas. À un moment, je me suis dit, mais c'est le match le moins Golden State Warriors-esque que j'ai vu de ma vie. Ils mettent aucun tir à 3 points sur toute la première mi-temps. Déjà, c'est dingue. Et à un moment, dans le troisième, je crois que c'est dans le troisième quart-temps, sur le terrain, il y a Draymond Green, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Gary Payton III et Buddy Hield. Donc tu dis, il y a un mec potentiellement qui est une menace à 3 points. Tout le reste, c'est des gars que tu peux plus ou moins laisser tirer. Et malgré tout, ils sont restés longtemps dans le match malgré tout. Quoi. Il a encore tenté un truc. Enfin, la compo a encore changé au départ. T'as Trace Jackson Davis qui a démarré. Alors, il jouait qu'11 minutes. C'est un peu plus que Quinton Post quand Post était dans le 5. Mais Kerr continue de manipuler, de tenter des choses. C'est peut-être qu'à un moment ça payera, mais je suis d'accord pour Podziemski, c'est la petite déception parce que sur la série précédente contre Houston, il avait réussi à faire des gros matchs offensivement justement. Alors certes, il y avait Curry, mais il en est capable. C'est pas comme si on attendait un déblocage. Bon là maintenant oui, parce que les matchs sont compliqués pour lui, mais il a déjà montré qu'il était capable de marquer pas mal de points dans des matchs serrés, âpres comme ça. Et ça, c'est un peu dommage. Et moi, vraiment, l'impression qu'il y a, c'est ce que je vais dire est d'une évidence absolue, mais quand il n'y a pas Curry, ce qui me marque, ce qui me frappe, c'est vraiment le rythme qui est différent, le rythme des Warriors. C'est pas aussi fluide, il n'y a pas autant de courses tranchantes. Et c'est ce qui pose problème à un gars comme Draymond Green aussi, qui n'a pas les mêmes repères dans les circuits de passe et tout. C'est quand même aussi le playmaker de l'équipe. Et je trouve que c'est un point noir pour les Warriors. Mais bon, c'est évident de dire que Curry manque aux Warriors, hein, mais pas que sur la capacité à mettre des tirs, c'est ça que je voulais dire. Et Draymond Green qui a perdu aussi des ballons de manière un peu inexplicable parfois, pour le coup, des pertes de balles qui n'étaient pas causées par la défense des Wolves, notamment sur la montée de balle avec Jimmy Butler. Il y a 2 fois, ils ne se comprennent pas du tout. Enfin, il y avait des choses vraiment très, très bizarres. Et j'en remets un sur Kuminga parce qu'on en avait parlé entre nous. En fait, là, c'est simple. Kuminga, il joue en mode triple menace, quoi. Soit je peux tirer, soit je passe, soit j'attaque par le dribble. Et quoi que je fasse, je le fais à 200% et ça marche très bien. Il a quand même... franchement, il aura... On le savait, c'est pour ça qu'on s'attendait à le voir jouer face aux Rockets. On se dit, il a quand même cette dimension athlétique, il a score et tout, là il va chercher des rebonds. C'est dur pour les Warriors parce que je trouve qu'ils jouent mieux finalement à mesure que les playoffs avancent. Globalement, ils trouvent plus de solutions, ils jouent mieux. Et là, il leur manque leur meilleur joueur au moment le plus important quasiment de leur saison. Je sais pas si, on l'avait dit, il faut au moins qu'ils arrivent à prendre un match sans Curry. Faut au moins qu'ils arrivent à en prendre un sans lui pour avoir une chance peut-être de renverser la tendance. C'est pas simple. Mais un sans lui, c'était au moment où on s'est dit il revient dans quelques jours. Hein. C'est pas dit que Curry, on le revoit en fait. Non, c'est Game 6 c'est les ischios, hein, je le répète, j'ai déjà dit dans tous les QFR avant, mais les ischios, c'est pas une cheville en fait. Tu peux pas précipiter complètement ton retour. Il le fera peut-être à un moment quand l'équipe sera au bord de l'élimination. Mais encore, tu vois, si là, ils perdent le prochain qui sont menés 3-1, c'est pas dit qu'ils jouent le Game 5 à Minnesota, en fait, Stephen Curry. Là, ils disent Game 6 at the earliest, donc au plus tôt.
Peut-être que Curry, il reviendra juste pas. Et c'est vrai que c'est cruel quand tu vois justement à quel point tu arrives à pousser cette équipe de Minnesota à la mettre en difficulté alors qu'elle, elle est au complet et a priori sans problème de blessure du côté des Timberwolves. Ce qui, faut le reconnaître, est une force. Les Minnesota, c'est une équipe d'hommes. C'est vraiment une équipe de bonhommes. On l'a déjà dit, je crois, sur le premier tour. Physiquement, c'est des machines. Randle, il s'est tellement à un moment isolé dans un espèce de rôle, dans une espèce de caricature qu'on en oublie que c'est une force de la nature. Et que tu vois, quand tu dis, bah ouais, Draymond Green sur les ISO, il est battu, mais parce que Randle, en fait, c'est le même physique, mais en plus fort. C'est très, très fort. Physiquement, c'est très fort. Et en plus, il a les skills pour mettre ses points. Donc, quand Randle, il sait mettre son corps au service de l'équipe, Jaden McDaniels, qui fait d'excellents playoffs, c'est très solide. La seule fois où je l'ai vu se blesser, c'est quand il a tapé de rage dans un truc et qu'il s'est pété la main. Rudy Gobert, physiquement, on sait tout ce que c'est. Naz Reid, pareil, c'est solide. Dante DiVincenzo, c'est solide. Anthony Edwards, bien sûr, c'est peut-être un des joueurs les plus athlétiques de la ligue. Nickel Alexander-Walker, pareil. Leur rotation, eux, pour le coup, eux, on sait qui sont les 8 mecs dont je parlais. Les 8 mecs flag, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les 8 mêmes mecs qui jouent. Et même Mike Conley, il tient bien le choc sur ses playoffs quand même. Même par moment en défense et tout. C'est ce que j'allais dire. Ouais, défensivement, on retrouve un peu le Mike Conley par séquence. Hein. Exactement, c'était un ancien très bon défenseur qui est maintenant a pris de l'âge, mais il y a des moments où, je pense qu'il est boosté aussi par tout ce qu'il y a autour de lui. Et cette équipe, tu vois, les Timberwolves, à aucun moment je me dis que c'est une équipe qui va gagner le titre. Mais par contre, il va falloir aller la battre. Et c'est là où, si j'étais Golden State, à l'issue de cette série qui, je pense, je ne fais pas un pronostic, mais ça risque quand même de ne pas pencher en la faveur des Warriors. Tu vois. Très sincèrement, j'ai l'impression que ça va... C'est trop. C'est trop. Il te manque Stephen Curry. Qu'est-ce que tu veux faire? Si les Timberwolves y jouaient sans Anthony Edwards, là, tu vois, il n'y a aucune chance pareille qui passe. Et là, quand tu es Golden State, tu te dis, on a vraiment une très, très bonne équipe. C'est cruel que Curry nous manque à ce moment-là. Cleveland qui sort avec des blessures, tu peux toujours te dire mon équipe est jeune. Imaginons qu'OKC se fasse sortir par Denver. Au-delà même de la probabilité d'Giannis, etc., tu te dis de toute façon, Jalen Williams, chez Tom Green, chez Gilgeous-Alexander, ils continuent de grandir. Golden State, tu n'as plus tant d'occasions que ça. C'est super frustrant quand même quand tu es les Warriors là de te dire mais pourquoi quoi? Pourquoi il a fallu que Curry se blesse à ce moment-là? Après, c'est comme ça. Hein, mais c'est cruel. J'ai l'impression que Golden State a plein d'éléments, mais ça risque d'être juste, quoi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur cette série. Non. Dans ce cas, je vous propose qu'on passe à la dernière série, celle entre Boston et New York. On a enfin eu une réaction des Celtics, sacrée réaction d'ailleurs. Boston qui avait perdu les 2 premiers matchs en menant à chaque fois de 20 points. Là, cette fois-ci, Boston a très vite pris un avantage de 20 points et puis c'est monté bien au-delà de 20 points. Et les Celtics se sont imposés 115-93 au Madison Square Garden. Boston devait gagner. C'est simple, hein. On sait qu'une série, ça va en 4, mais en vrai, ça va en 3 tant que tu n'as pas, toi, débloqué ton compteur. Personne n'a jamais gagné une série après avoir été mené 3-0. Donc les Celtics ont joué comme tel et ça s'est senti. Et très grosse adresse à 3 points, mais qui, je trouve, ce que je disais en off, venait quand même du fait que les Celtics dominaient absolument dans tous les compartiments du jeu. Et Boston s'est relancé, mais c'est toujours New York qui mène 2-1. Il faudra voir si ce sera la même configuration que... Alors, c'est pas pareil, hein, c'est pas le même contexte que Cleveland, Indiana, mais donc là il y a bien eu ce réveil-là, il y a eu plus 30 à un moment. Donc, à plus 20, tu pouvais dire il peut théoriquement y avoir cette espèce de relâchement terrible qu'on avait vu sur les 2 premiers. Là, ils se sont quand même assurés que ça se reproduise pas. Je les ai trouvés bien plus, forcément plus adroits, bien plus même solides en défense quand ils ont eu leur avantage. Un mec comme Al Horford, là, il était clairement en mission pour plus que ça parte en cacahuète. Je l'ai trouvé énorme. Il a quel âge, Al Horford? 39, 40. C'est impressionnant le niveau du match qu'il a fait là dans une série où ils sont. Parce que la pression était gigantesque sur eux quand même. T'es mené 2-0 en étant favori quasiment à ta propre succession. Tu vas jouer à New York où il y a une effervescence. Faire un match comme ça, comme celui qu'il a fait à son âge, je trouve que c'est assez admirable. Et voilà, globalement, on a eu cette réaction des Celtics qui ont enfin joué, tu disais comme tel, voilà, comme l'équipe qu'ils sont censés être. À voir s'ils peuvent le reproduire, si c'est pas juste les Knicks qui aussi
sont logiquement un poil relâchés. Mais voilà, ça doit rassurer quand même un peu les fans des Celtics. Ouais, bah, Enfin, Boston était meilleur en défense, mais quand même, les tirs à 3 points, ça fait quand même une énorme différence. Là, ils ont mis 50% de leurs tirs. 20 sur 40. 20 sur 40, voilà. Les matchs précédents, le mieux qu'ils avaient fait, quoi? C'était 25%. C'est Ouais, quand mais même autour de ça que... ils sont quand même souvent plus proches des 50 que des 25, en vérité, si tu regardes Boston. Dans la série? Face aux Non, Knicks? pas dans la série, mais dans le... C'est ça que je veux dire. Ouais. Oui, bah, sur 2 matchs. Par exemple, les Knicks, excuse-moi, du coup, je te rends la parole, mais les Knicks, ils n'ont pas nettement moins bien joué que les 2 premiers matchs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, regarde le nombre de tirs à 3 points ouverts que Boston a raté sur les 2 premiers matchs. Ça se trouve. Et c'était donc une anomalie. Hein? Oui, non, mais ce que je veux dire. C'est ça l'anomalie, pardon. C'est une anomalie que Boston ait raté autant de tirs ouverts sur les 2 premiers matchs. La logique veut qu'ils soient plus souvent à 50% quand ils ont des tirs ouverts qu'à 25%. C'est quand même la meilleure équipe à 3 points, pas en pourcentage, mais dans la ligue, Boston, quand il y a des tirs ouverts, ils mettent dedans. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'ils mettent dedans. C'était une anomalie qu'ils ratent autant de tirs ouverts sur les 2 premiers matchs. Pardon, j'arrête pas de te couper, je te laisse la parole. Non, mais en fait, on dit la même chose, en fait. Parce que c'est quand même la chose majeure qui a fait la différence dans cette victoire de Boston par rapport au match précédent. C'est que ils ont eu une adresse à 3 points qui ressemble à ce vers quoi ils tendent habituellement. C'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais je suis partiellement. C'est-à-dire qu'ils auraient même pu être là sur ce match, ils auraient pu être à 35%. Ils gagnaient quand même, en fait. L'adresse, c'est le résultat de leur jeu habituel. Boston, il y a une stat qui est marquante. Et après, promis, j'arrête de m'opposer la parole. Avant le début du Game 3, ils ont montré un truc. Boston a mené 81 minutes au score, 81 minutes, et New York 11. Ça, c'est avant le Game 3. Sur le Game 3, Boston a mené 48 minutes, je crois, quasiment. Ils ont tout le temps été devant. Donc, depuis le début de cette série, Boston a mené grosso modo 125 minutes et New York 11 minutes. Il y a quand même une équipe qui joue mieux que l'autre, quoi. Mais au score. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'équipe qui gagne le match, c'est l'équipe qui a le mieux joué. Je suis pas d'accord. C'est un match de 48 minutes, en fait. Si tu arrives à le prendre, c'est que tu as mieux joué que ton adversaire le soir. Ça veut pas dire que tu avais la meilleure équipe, mais c'est que concrètement, tu as su mieux t'adapter à la physionomie du match et que tu as été le chercher. Oui, je voulais pas enlever le truc à celui qui gagne. C'est quand même l'essentiel c'est quand même le but du sport, c'est quand même de gagner le match. Ouais, mais est-ce que là, t'aimes bien New York? Si je te prends une équipe que t'aimes bien, mais qui est dans la position des Celtics, tu vois... J'ai pas dit que New York était la meilleure équipe, en fait. Mais l'équipe qui gagne a forcément mieux joué que son adversaire. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est un peu différent du foot. Ouais. Ça dépend de ce qu'on définit par mieux jouer. Je suis d'accord. En fait, si par mieux jouer, on entend avoir trouvé une solution pour gagner, et ça peut être ça la définition qu'on retient, là, oui. Là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les Knicks, au final, à chaque fois, notamment dans le caractère, dans l'appréhension des moments importants, ils ont mieux joué. Ils ont toujours trouvé une solution pour gagner ces 2 premiers matchs. Si on parle de capacité à trouver les tirs qu'on veut prendre et de développer le jeu qu'on veut développer, les Celtics ont mieux joué les 3 matchs largement. Assez nettement même. Là où je suis pas d'accord, c'est que en fait, dans un match comme le basket où il y a beaucoup d'adaptation, si à un moment quelque chose, même si c'est ce que d'habitude tu fais bien et qui d'habitude fonctionne, si à un bout d'un moment ça ne fonctionne pas, c'est mieux jouer, c'est trouver l'adaptation pour pouvoir faire autre chose, quitte à y revenir par la suite. Et c'est pour ça que je conteste un petit peu. C'est que pour moi, non, l'équipe qui a le mieux joué, c'est les Knicks. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont très bien joué, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs potentiellement que Boston, mais sur les 2 premiers matchs, les Knicks ont montré qu'ils pouvaient s'adapter et trouver des solutions pour gagner. Et c'est ça que je voulais. C'est là-dessus que. Enfin, je me permettais, Antoine, parce que je trouvais ça dur de dire Boston a mieux joué les 2 premiers matchs, ils ont gagné pendant plus de minutes, mais au bout du compte, ils ont perdu le match. Tu vois, c'est qu'à un moment. En fait, c'est juste qu'on peut dire qu'ils ont été on peut dire qu'ils ont été plus en contrôle en théorie avec les avances qu'ils ont eues, mais après mieux jouer, ça reste c'est un peu de la théorie. Au foot, c'est facile de dire ça. Il y a une équipe qui a bétonné pendant 90 minutes, qui n'a pas eu une seule occasion et qui en met une à la fin. Là, tu peux te dire ils ont moins bien joué, mais ils ont gagné. Là, moi, c'est un peu abstrait, mais
les Knicks ont bien joué dans le sens où ils ont saisi les opportunités qu'il y a eu et qui se sont accrochés pour pas être à moins 40 ou moins 50. C'est clair. Voilà, c'est dans ce sens-là. Dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Boston n'a pas plongé, quoi. Ils auraient pu, à New York, psychologiquement, après les 2 défaites ultra dures du départ, ils auraient pu continuer de mal shooter à 3 points, même s'il y avait les positions. Ils auraient pu continuer de recraquer avec 20 points d'avance. Au moins, ils se sont remis. On a revu un visage à peu près habituel des Celtics. Après, il va falloir le refaire une 2e fois à New York. C'est pas non plus simple, parce que les Knicks aussi vont se réajuster, je pense. Et les Knicks, il y a des joueurs qui ont un peu sous-performé par rapport au match précédent, même si globalement, ils n'ont pas beaucoup moins bien joué. Anunoby, qui a été excellent sur les précédents, là, il a rien mis dedans. Il n'était pas très, très en vue. On a moins vu Josh Hart aussi, alors que j'ai l'impression de voir que lui quand je regarde des matchs des Knicks. Kat a été très maladroit. Il a beau avoir pris des rebonds, marqué des points. Il fait 5 sur 18. Il est un peu blessé, je crois. Je crois qu'il est un peu blessé, Josh Hart. Karl Anthony Towns, pardon. Ouais, parce que Josh Hart, ça changerait. S'il est blessé ou pas, il fera pareil. Mais en tous les cas, il a été maladroit, Kat. Ouais, parce que juste pour revenir sur Boston, vas-y. en fait, moi, alors, je sais que c'est une équipe qui plaît pas à beaucoup de gens, les gens trouvent qu'ils prennent trop de tirs à 3 points. On avait déjà parlé dans plusieurs CQFR. Moi, c'est pas le volume qui me pose problème, parce que l'équipe, elle est créée pour ça. Elle est créée pour ça, pour générer beaucoup de tirs à 3 points ouverts. C'est la manière dont les tirs à 3 points sont pris. Et c'est encore une fois ça, je pense vraiment, qui était assez absurde sur les 2 premiers matchs. C'est quand tu mets pas dedans, continuer à prendre des tirs à 3 points qui sont pas tout à fait ouverts en première intention, ou quand la balle a tourné qu'en périphérie. C'est absurde, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont censés générer autant de tirs à 3 points? C'est parce qu'ils jouent à 5 out. Ils jouent avec 5 extérieurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre des couloirs de pénétration qui normalement te permettent de faire venir à l'aide pour trouver des shooters qui sont démarqués. Mais à la base, c'est que ça t'ouvre des couloirs, en fait. Donc certes, c'est ce qu'ils ont fait dans le Game 2, ça. Dans le Game 2, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont mieux fait. C'est ce qu'ils ont mieux fait. Je suis d'accord. C'est ce qu'ils ont mieux fait. Mais du coup, voilà, c'est la manière dont c'est généré. Et je suis d'accord avec toi, Antoine, quand tu dis que l'anomalie, c'était la maladresse à 3 points des Celtics était anormale au vu de ce qu'ils sont capables de faire. Je partage, mais derrière, il y a un moment, il faut que tu saches t'adapter. Et là, ils ont trouvé plus d'alternance. Et pour ce qui est de l'avantage du terrain, c'est assez intéressant pour New York, parce qu'il y a une énorme ambiance, mais c'est aussi une équipe dans laquelle les équipes parfois aiment bien jouer aussi, les adversaires. Bah oui. C'est aussi, voilà, c'est une salle mythique. Donc, tu sais, c'est pas... Il y a beaucoup d'ambiance, mais je saurais pas dire si c'est plus dur quelque part, tu vois, pour des équipes expérimentées comme les Boston, de jouer dans ce type d'environnement que ça ne l'est dans d'autres salles. Je saurais pas dire. Même Détroit, qui est une équipe assez jeune, finalement, ils ont gagné un peu Ouais. en saison régulière et même pendant les playoffs, ils ont pris des matchs au Garden. Donc c'est pas simple. Il y a un ajustement qui a bien payé, c'est celui de mettre moins Holiday et plus Pritchard. Ça a payé parce que les Celtics ont pu faire un match un peu plus offensif. Peut-être justement c'est partie de la philosophie de se dire bon, les matchs défensifs ça plaît à New York, ça leur plaît les espèces de matchs où ça se bat, où ça se bagarre, où ça se castagne. On va faire plus vite rentrer Peyton Pritchard, on va lui donner plus de minutes, on va mettre un peu moins Jrue Holiday qui est moins tranchant offensivement, qui est moins adroit aussi à 3 points. Et ça a bien marché, je trouve, là sur ce Game 3, avec Pritchard qui a mis d'ailleurs 23 points, 5 paniers à 3 points. Meilleur marqueur des Celtics. Ouais, meilleur marqueur des Celtics. Il a été, lui, pour le coup, c'est donc ajustement payant de la part de Joe Mazzulla. Il y a eu, tu sentais, Brown et Tatum n'ont pas été très adroits, mais tu sentais qu'ils étaient quand même en mission. Tatum a été adroit à 3 points pour le coup. Il fait 8 sur 20, mais 5 sur 9 à 3 points, 9 rebonds, 7 passes, 22 points. Brown, il fait 19 points, 6 rebonds, 5 passes. Il manque un peu d'adresse, mais voilà, tu sens que les gars étaient concentrés, prêts. Et tu l'as dit, Shai, c'est vrai qu'ils auraient pu... Tu peux t'écrouler en fait. Tu es mené 2-0. Alors oui, tu n'as peut-être pas mieux joué, mais tu as mené 2 fois de 20 points. Tu peux quand même psychologiquement te dire mince, c'est chaud quand même. Et de toute façon, cette équipe, on en avait déjà parlé, a quand même déjà montré du caractère et de la résilience. Il va falloir en montrer encore. Tu as tout à fait raison. On a bien vu avec Cleveland. Tu peux revenir à 2-1. Si tu perds le 4e match, donc tu es mené 3-1 avant de rentrer chez toi, tu joues contre des probabilités qui ne jouent pas en ta faveur. Mais il y a eu une réaction dans l'attitude, il y a eu un petit ajustement, il y a eu effectivement plus d'adresse à 3 points, c'est sûr que ça aide. Je continue de penser que pour le 3 points,
Par contre, c'est vrai, tu as raison, Théo. Tu peux pas t'entêter et surtout, tu peux pas faire circuler qu'en périphérie. Mais j'ai l'impression que dès le Game 2, c'était moins ça. C'était nettement moins ça. Il y avait beaucoup plus de drives, souvent des drives maladroits d'ailleurs, des drives empruntés où tu sens les mecs, d'un coup, ils ne savaient plus quoi faire. Autant Jaylen Brown que Jason Tatum, tu as l'impression que c'était de l'improvisation à chaque dribble. Et c'était même encore un petit peu le cas d'ailleurs dans ce Game 3. Hein. Il y a des moments où tu sens que les drives, c'est pas complètement serein. Va falloir se reposer sur ça, sur de la balle qui sort aussi un peu de l'intérieur pour aller vers l'extérieur pour prendre des 3 points. Mais je pense que normalement, 25%, c'est pas le lot des Celtics. Et j'ai l'impression s'ils arrivent à se maintenir même à 35, ce qui est déjà plus qu'honnête, hein, tout à l'heure je vous ai dit, la troisième équipe qui shoot le mieux, elle est à 34. 35, ils seront déjà dans une position assez confortable. Et il y a un autre facteur quand même du côté de Boston qui est handicapant, c'est Kristaps Porzingis. Il est malade, mais ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est. Et apparemment, il est complètement cuit, quoi. Ils veulent pas dire ce que c'est en tout cas. Ils savent ce que c'est, mais ils savent pas trop. Ils veulent pas trop en parler, visiblement. Mais il est méconnaissable. Il a pas l'énergie, il a pas le souffle. C'est un problème. C'est quand même un joueur qui fait la différence et qui est censé poser des problèmes aux Knicks aussi, forcément. Bah ouais, non, complètement. Et on voit aussi l'importance qu'il a dans cet effectif. Le prochain match, ouais, c'est cette nuit, hein, c'est ça Ouais. 1h30 au Garden. Ça va être très très chaud, très très chaud. Je pense que New York va arriver avec beaucoup plus de détermination et de combativité que sur ce match 3 où, pareil, tu vois, les Knicks, tes titulaires, ils ont quand même joué beaucoup de minutes. Des fois, ça peut être compréhensible en fait de laisser filer. Tu sais, tu as gagné 2 matchs qui sont forts en émotion, 2 énormes comebacks. Ouais, à l'extérieur, en plus, tu sais que tu as fait voilà, le job. Exactement, tu as fait le boulot. Tu peux te permettre un peu de te relâcher. Et connaissant les Knicks, le caractère des Knicks, je ne serais pas surpris que ça revienne beaucoup plus fort sur le Game 4, en fait. C'est potentiellement le match le plus important de leur saison, ce Game 4. Ouais. Parce qu'après, pour retourner à Boston, ce sera plus... si les Celtics prennent celui-là, la confiance, ça veut dire qu'elle sera retrouvée et ce sera plus dur pour les Knicks. La dynamique est complètement inversée, effectivement, en cas de défaite. Il y a un truc que j'aime beaucoup chez les Knicks, c'est à l'image de Jalen Brunson. Tu vois, par exemple, lui, avant ce match, il dit non, mais l'état d'esprit, c'est il y a 0-0. Tu vois. Tu sens que pied sur terre, conscient de l'enjeu, conscient de ce qui se passe. Et là, je pense que Jalen Brunson, le message, justement, c'est exactement ce que tu as dit, Théo. Il va dire à ces gars, là, c'est maintenant. Et lui, tu sais que s'il y a un grand match, il va être présent. Ouais. Il va peut-être pas être à 50% au tir, mais il va trouver des moyens de mettre des paniers. Et mine de rien, il entraîne tout le monde avec lui. Et c'est ce qui fait la beauté de cette équipe des Knicks. C'est ce que mettent souvent en avant les supporters des Knicks. C'est une équipe qui se bat, quoi. C'est une équipe qui y va et elle va rien lâcher. Et ils l'ont montré même au premier tour contre les Pistons, au final. Les Knicks, ils ont eu des difficultés, mais ils ont jamais arrêté. Petit mot sur Mitchell Robinson. Je pense qu'il est dans le top 5 des joueurs avec la pire mécanique de tir au lancer franc que j'ai vu quand même. C'est assez. Je pense à Chuck Hayes. Je pense c'est directement dans ce registre-là. Parce que je regardais le différentiel énorme de tir de lancer franc pris entre les deux équipes hier. Mais en fait, c'est en partie truqué parce que Mitchell Robinson en prend 12, quoi. C'est une énorme clé, hein. C'est une énorme clé dans la série, Mitchell Robinson, qu'il soit capable de mettre ses lancers. Parce que dès qu'il est là, il fait beaucoup de bien au rebond offensif. Et si Mazzulla et les Celtics continuent à faire exprès de l'envoyer sur la ligne et qu'il n'est pas capable d'en mettre, ça force Thibodeau à remettre ses titulaires plus vite, à engranger plus de fatigue. Et puis tu perds cette arme au rebond offensif qui fait beaucoup de bien aux Knicks, qui n'est pas l'équipe qui joue le mieux dans le terme beauté du jeu. Qui n'est pas l'équipe qui. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, toi aussi, Théo. Enfin, des moments. En fait, Bronson et Kat au premier tour ont une qualité de shot-making qui est exceptionnelle, en fait. Parce que ces gars-là, ils sont obligés d'aller chercher leurs tirs. Il y a une pauvreté offensive qui fait que par moment, Bronson, il est obligé d'aller mettre des tirs. Énorme, quoi. Ouais, c'est clair. Donc heureusement qu'il y a des rebonds offensifs par moment, parce que bien sûr que Brunson il va pas pouvoir mettre toujours un espèce de step back fadeaway. C'est même pas juste un step back ou un fadeaway, lui c'est les deux en même temps, il est obligé de prendre. Alors après s'être retourné sur son épaule, tu vois, heureusement qu'il y a un mec qui va prendre des rebonds offensifs. Et du coup Mitchell Robinson faut qu'il mette ses lancers francs ou qu'il en mette un peu plus. On a fait le tour.
Bah ouais, on a fait le tour de toutes les séries. Il y en a plus que 4. Maintenant, on se rapproche des finales de conférence. On se retrouvera évidemment demain pour un CQFR et le podcast aussi aura lieu demain, le podcast à 3. Voilà, petit spoiler, on attend la loterie de ce soir quand même. Ce soir, on va savoir quelle est l'équipe qui aura le droit de drafter Cooper Flagg. Quand même un moment important pour peut-être pour la NBA du futur, pas juste pour la saison prochaine ou les saisons prochaines, peut-être même pour les 10 ans à venir. Donc voilà, on fera un podcast après ça demain. Demain, on sera là. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. 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 Is out there, and it's either play or get played.